Je suis ravie de te retrouver ce soir pour Halloween et j'ai voulu te faire une vidéo qui rentre dans le thème en te lisant un conte, une histoire qui est celle de la sorcière de Tuva. J'espère que cette petite lecture te plaira et je te souhaite une bonne écoute et une bonne soirée. Il fut un temps où les bois près de Tuva mangeaient les petites filles. Cela fait cependant des années qu'aucun enfant n'a été dévoré. Pourtant, des nuits comme celle-ci, lorsqu'un vent glacé souffle de Tsibeya, les mères prennent leurs filles dans les bras et les mettent en garde de ne pas s'éloigner. Reste à la maison, murmure-t-elle. Les arbres ont faim ce soir. À cette époque sombre, à la lisière de ces bois, vivait la jeune Nadia et son frère Avel. Tous deux étaient les enfants de Maxime Khrushchev, bûcheron, menuisier et charpentier de son état. Maxime était un brave homme, très apprécié dans le village. Il construisait des toits qui ne fuyaient ni ne ployaient, des chaises solides, des jouets quand on lui en demandait, et ses mains habiles pouvaient créer des bords si lisses et assemblés de façon si précise que ces meubles semblaient faits d'une seule pièce. Il parcourait tout le pays à la recherche de travail, jusqu'à des villes aussi éloignées que Riévost. Il marchait ou voyageait sur des charrettes de foin par beau temps, et en hiver, il attachait ses 2 chevaux noirs à un traîneau, embrassait ses enfants et partait dans la neige. Il revenait toujours à la maison avec des sacs de grains et de nouveaux rouleaux de laine et les poches pleines de sucreries pour Nadia et son frère. Lorsque la famine survint, les gens n'eurent plus d'argent et plus rien à échanger contre une jolie table sculptée ou un mignon petit canard en bois. Ils utilisaient leur mobilier pour faire du feu et priaient pour réussir à tenir jusqu'au printemps. Maxime fut contraint de vendre ses chevaux, puis sa luge. La situation de Maxime se dégrada, en même temps que l'état de sa femme. Rapidement, elle devint un fantôme qui errait en silence d'une pièce à l'autre. Nadia s'efforçait de lui faire avaler le peu de nourriture qu'ils avaient. Elle lui préparait des assiettes de navets et de pommes de terre et enveloppait son corps frêle dans des châles pour l'asseoir sur la terrasse, dans l'espoir que l'air frais lui rendrait un peu d'appétit. Une seule chose semblait lui faire envie: les petits gâteaux de la veuve Karina Stoyanova, parfumés à l'orange et généreusement glacés, où Karina se procurait son sucre. Personne ne le savait. La fonte des neiges arriva, suivie par un autre été et une autre récolte trop maigre. Quand les réserves de Karina finirent par s'épuiser et que ses petits gâteaux disparurent, la mère de Nadia refusa toute nourriture et toute boisson, même la moindre petite gorgée de thé. La mère de Nadia mourut le premier vrai jour de l'hiver, lorsque les dernières parcelles de l'automne s'évanouirent dans l'air, et avec elles l'espoir d'une saison clémente. Sa mort passa inaperçue.
car 2 jours avant qu'elle rendît son dernier souffle, une fillette disparut. Elle s'appelait Lara Deniken. Timide, avec un rire nerveux, le genre de gamine à rester à l'écart aux fêtes du village. Tout ce qu'on retrouva d'elle fut une unique chaussure en cuir et son talon incrusté de sang séché. C'était la deuxième en quelques mois après Shura Yeshkevi. Partie étendre du linge, Shura n'était jamais revenue, laissant derrière elle, dans la boue, un tas de pinces et de draps humides. La terreur s'empara du village. Par le passé, on comptait une disparition pour plusieurs années. Bien sûr, des bruits couraient que dans d'autres villages. Aussi, des filles avaient été enlevées, mais ce n'était que des rumeurs. Maintenant que la disette s'installait et que les habitants de Tuva manquaient de tout, il semblait que ceux qui rôdaient dans les bois étaient devenus également plus voraces et désespérés. Lara, Shura, toutes celles qui les avaient précédées, Betia, Ludmila, Risa, Nicolena, d'autres noms désormais oubliés, on les murmurait alors, telle une incantation. Les parents récitaient des prières à leur sein. Les filles ne sortaient plus que par deux, et les voisins se dévisageaient avec suspicion. À la lisière du bois, les villageois avaient dressé des autels, des peintures d'icônes soigneusement rangées et des bougies
Les Kidki pouvaient prendre n'importe quelle forme, mais il préférait de loin celle d'une belle jeune femme. Très vite, Nadia eut l'impression de voir Karina partout. Elle apportait à son père de la nourriture et des bouteilles de kvass en cadeau. Elle lui murmurait qu'il aurait besoin de quelqu'un pour s'occuper de ses enfants et de lui. Avel serait bientôt enrôlé. Il prendrait le train à Polisnaya pour commencer son service militaire. Mais Nadia aurait encore besoin qu'une adulte prenne soin d'elle. Après tout, dit Karina de sa chaude voix mielleuse, tu ne veux pas qu'elle t'attire la disgrâce. Plus tard, ce soir-là, Nadia rejoignit son père devant la cheminée alors qu'il buvait du kvass. Maxime sculptait. Dans ces moments de désœuvrement, il confectionnait parfois à Nadia des poupées, même si elle avait depuis longtemps passé l'âge de jouer avec. Son couteau aiguisé remontait dans le bois avec un large geste impatient, les copeaux tombant en pluie sur le plancher. Cela fait trop longtemps qu'il n'avait plus quitté la maison. L'été et l'automne avaient fini pendant qu'il veillait sur sa femme malade. Il n'était pas parti chercher du travail et la neige n'allait pas tarder à fermer les routes. Sa famille mourait de faim et ses poupées de bois s'accumulaient sur la cheminée, spectatrices silencieuses et inutiles de leur misère. Il se coupa le pouce, jura, et ce n'est qu'à cet instant qu'il remarqua Nadia sur la chaise d'à côté. « Papa, dit-elle, nerveuse, s'il te plaît, n'épouse pas Karina. » Elle espérait l'entendre dire que telle était son intention. « Pourquoi pas ?» demanda-t-il à la place en suçant le sang sur son doigt. « Tu n'aimes pas Karina ?» « Non, répondit Nadia honnêtement, et elle ne m'aime pas non plus. » Maxime rit et passa d'une main calleuse sur sa joue. « Ma douce Nadia, qui pourrait ne pas t'aimer ? Papa, Karina est une femme bien. » Il lui caressa de nouveau le visage. « Ce serait mieux si... » Brusquement, il éloigna sa main et se tourna vers les flammes. Ses yeux regardèrent au loin, et sa voix devint froide et étrange, comme s'il remontait du fond d'un puits. « Karina est une femme bien, » répéta-t-il. Ses doigts se refermèrent sur les accoudoirs de son fauteuil. « Maintenant, laisse-moi. » Il est déjà à elle, songea Nadia. Elle l'a envoûté. La veille du jour où Avel partit pour le sud, un bal fut organisé dans la grange de Pankin. En d'autres temps plus joyeux, cela aurait été une fête débridée, avec des tables garnies d'assiettes, de pommes et de noix, de pots de miel et de brocantiers de kva poivré. Ce soir-là, les hommes buvaient toujours et les violons résonnaient. Mais même les branches de pin et l'éclat du précieux samovar de Baba Olia ne pouvaient dissimuler l'absence de victuailles. Ni les cabrioles, ni les applaudissements ne parvenaient à chasser l'amorosité qui planait dans l'air. Genetchka Lukin fut élue Dros Koroleva, reine de la fonte des neiges, et dut danser avec tous ceux qui le lui demandaient, dans l'espoir que cela raccourcirait l'hiver. Seul Avel semblait heureux. Il partait pour l'armée, où il recevrait une arme
savez, je n'ai pas l'âge. Elle devait encore attendre 2 ans pour faire son service militaire. Alors, maman, c'est chez moi ici, murmura Nadia, furieuse, embarrassée de sentir les larmes lui monter aux yeux. Vous ne pouvez pas me chasser ainsi. Mon père ne vous laissera pas faire, ajouta-t-elle pour elle-même, sans trouver le courage de le dire tout haut. Karina se pencha sur Nadia. Quand elle sourit, ses lèvres humides et rouges s'ouvrirent sur ce qui semblait être bien trop de temps. Adèle peut au moins travailler et chasser, chuchota-t-elle. Toi, tu n'es qu'une bouche de plus à nourrir. Elle tira sur une des boucles de Nadia, sans ménagement. Nadia savait que si son père regardait dans leur direction, il ne verrait qu'une ravissante femme qui parlait et souriait à sa fille, l'encourageant peut-être à danser. Je ne t'avertirai qu'une seule fois, siffla Karina Stoyanova. Pars. Le lendemain, la mère de Genetchka Lukine découvrit le lit de sa fille vide et froid. La reine de la fonte des neiges n'était jamais revenue du bal. À la lisière du bois, un ruban rouge flottait sur les branches d'un étroit bouleau, avec quelques cheveux blonds coincés dans le nœud, comme s'il lui avait été arraché de la tête. Nadia regardait en silence la mère de Genetchka tomber à genoux et se lamenter, implorant les seins et pressant le ruban rouge contre ses lèvres. De l'autre côté de la route, Nadia vit Karina qui l'observait, les yeux noirs, les lèvres retournées comme l'écorce pelant sur un tronc. Quand Abel vit ses adieux, il attira Nadia contre lui. « Fais attention à toi », lui murmura-t-il à l'oreille. « Comment ?» répliqua Nadia. Mais Abel n'avait pas de réponse. Une semaine plus tard, Maxime Khrushchev et Karina Stoyanova se marièrent dans la petite chapelle au mur blanc du centre-ville. On ne servit aucun repas pour célébrer l'union et la mariée n'arborait aucune fleur dans ses cheveux, mais seulement les perles kokochniques de sa grand-mère. Et tous s'accordèrent à dire que même si les perles étaient pour la plupart fausses, la mariée n'en était pas moins ravissante. Cette nuit-là, Nadia dormit chez Baba Olia pour laisser les jeunes mariés tranquilles. Le lendemain, quand elle revint chez elle, elle trouva la maison calme, le couplant encore au lit. Sur la table de la cuisine, une bouteille de vin était renversée à côté de miettes de ce qui avait dû être un gâteau. Un parfum d'orange s'en dégageait. Apparemment, Karina avait encore du sucre en réserve. Nadia ne put s'en empêcher. Elle lâcha le plat. Malgré l'absence d'Abel, la maison semblait grouillée de monde. Maxime arpentait toutes les pièces, incapable de rester assis plus de quelques minutes d'affilée. Après le mariage, une paix intérieure l'avait habité, presque du bonheur. Pourtant, au fil des jours, il devenait de plus en plus nerveux. Il buvait et pestait sur le manque de travail, sur son traîneau perdu, sur son estomac vide. Il s'en prit à Nadia, supportant à peine sa présence. Les rares occasions où il témoignait quelque peu d'affection à sa fille, Karina apparaissait sur le seuil d'une porte. Ses yeux avides lançaient des éclairs. Elle ordonnait à Nadia d'aller dans la cuisine et lui asseignait des tâches ridicules pour qu'elle reste loin de son père. Pendant les repas, Karina regardait Nadia manger comme si chacune de ses gorgées de bouillon l'insultait personnellement. Comme si, en se nourrissant, la jeune fille vidait le
hasard. Il essaye d'oublier qu'il a été affublé d'une fille pareille. Karina poussa violemment Nadia vers la porte. « Vas-y, ou je lui raconte que je t'ai vu flirter avec Victor Yerenov. » Nadia mourait d'envie de se rendre dans la minable cabane d'Anton Kozar pour retirer le verre des mains de son père et lui dire qu'elle voulait retrouver sa maison, comme avant, débarrassée de cette dangereuse étrangère aux cheveux noirs. Si elle avait pensé que son père l'écouterait, elle y serait allée sans hésiter. Au lieu de ça, Nadia partit dans les bois. Après avoir constaté que les 2 premiers pièges étaient vides, elle ignora les battements furieux de son cœur et se força à continuer, suivant les pierres blanches qu'Avel avait utilisées pour marquer le chemin. Dans le 3e piège, elle trouva un lièvre brun, tremblant de peur. Elle n'écouta pas le sifflement de frayeur qui s'échappait de ses poumons et lui tordit le cou d'un geste sec. Elle sentit aussitôt son petit corps chaud s'immobiliser dans ses mains. En rentrant chez elle, elle imagina la fierté de son père quand il la verrait avec le repas du soir. Il lui dirait qu'elle avait été courageuse et inconsciente d'être allée seule dans les bois. Et quand tu lui raconterais que c'était sa nouvelle femme qui avait insisté, il renverrait la marâtre de la maison pour toujours. Lorsqu'elle franchit le seuil de la porte, ce fut Karina qui l'attendait, le visage pâle du fureur. Elle attrapa Nadia, lui arracha le gibier des mains et la poussa dans sa chambre. Le verrou se referma sur elle. Longtemps, la jeune fille frappa à la porte et cria qu'on la libérât. Finalement, à bout de force et de nerfs, elle laissa ses larmes se déverser. Recroquevillée sur son lit, secouée par les sanglots, elle resta éveillée par les gargouillis de son estomac. Avel lui manquait, sa mère lui manquait. Elle n'avait mangé qu'un morceau de navet au petit déjeuner. Si Karina ne lui avait pas arraché le lièvre des mains, elle l'aurait dévoré cru. Plus tard, elle entendit la porte de la maison s'ouvrir avec fracas, puis les pas instables de son père dans le couloir, et le grattement hésitant de ses doigts contre la porte de la chambre. Avant qu'elle eût le temps de répondre, la voix de Karina résonna, plus enjôleuse que jamais. Silence, le frottement du tissu, un bruit sourd, un grognement, et les coups réguliers des 2 corps contre le mur. Nadia se boucha les oreilles avec son oreiller, essayant d'étouffer leurs gémissements et leur respiration haletante. Karina savait qu'elle les entendait. C'était pour elle un moyen de la punir. Nadia enfouit sa tête dans les couvertures, mais ne put échapper au rythme honteux et frénétique qui faisait écho à la voix de Karina pendant les balles. Je ne t'avertirai qu'une fois. Pars, pars, pars. Le lendemain, le père de Karina ne se leva pas avant midi. Quand il rentra dans la cuisine et que Nadia lui tendit son thé, il la repoussa, les yeux baissés vers le carrelage. Devant l'évier, les traits tirés, Karina remuait une mixture de soude. « Je vais chez Anton », annonça Maxime. Nadia aurait voulu le supplier de ne pas y aller, mais elle se trouvait ridicule. L'instant d'après, il fut parti. Cette fois, quand Karina lui saisit
soudain, elle sentit une odeur chaude, un doux parfum qui lui taquina les narines, du sucre brûlé. Haletante et terrorisée, Nadia eut tout de même l'eau à la bouche. Elle pensa au lièvre qu'elle avait retiré de son piège, les battements déchaînés de son petit cœur, le blanc de ses yeux. Quelque chose la frôla dans le noir. Nadia ne prit pas la peine de réfléchir. Elle se mit à courir. Elle se rua à l'aveuglette dans le bois, les branches lui égratignant les joues, ses pieds se prenant dans les ronces couvertes de neige. Elle n'aurait su dire si c'était ses propres pas maladroits qu'elle entendait, ou quelqu'un qui la traquait, ou quelque chose comme une créature avec de longs crocs et de longs doigts blancs qui s'agrippait au bord de son manteau. Lorsqu'elle aperçut le scintillement d'une lumière qui filtrait à travers les arbres devant elle, l'espace d'un moment de folie, elle crut être revenue chez elle. Malheureusement, en arrivant dans la clairière, elle vit que la cabane qui se dessinait devant elle n'avait rien à voir avec sa maison. Elle était penchée et tordue, avec des lampes allumées à chaque fenêtre. Personne dans son village ne gâcherait autant de bougies. La cabane semblait se mouvoir,
elle se réveilla le lendemain matin, elle était toujours en vie. Sur la table dressée se trouvait un bol de pourriture fumant, une pile de toast au seigle beurré et des assiettes de hareng baignant dans l'huile. La vieille dame s'appelait Magda. Elle s'assit en mâchonnant une prune confite et regarda Nadia manger son petit déjeuner. La jeune fille dévora en avoir mal à l'estomac. Dehors, la neige tombait toujours. Quand Nadia eut terminé, elle posa son bol vide par terre pour que Valtchek le lèche. Magda cracha alors son noyau de prune. « Qu'est-ce que tu veux ?» demanda-t-elle. « Je veux rentrer chez moi », répondit Nadia. « Alors pars. » Nadia regarda par la fenêtre. « Je ne peux pas. »« Alors si c'est comme ça, rends-toi utile. » Tout le reste de la journée, Nadia reprisa les chaussettes, récura des casseroles, éminça des herbes et tamisa des sirops. Pendant de longues heures, elle ne quitta pas les fourneaux, ses cheveux bouclant dans la chaleur de la vapeur. Elle touillait, mélangeait, remuait et se demandait ce qu'il adviendra d'elle. Ce soir-là, elles se régalèrent de feuilles de chou farcies, d'une hare rôtie croustillante et de tartelettes aux abricots. Le lendemain, le petit déjeuner de Nadia se composa de blinis beurrés, garnis de cerises et de crème. Quand elle eut fini, la sorcière lui reposa la même question. « Qu'est-ce que tu veux ?»« Je veux rentrer chez moi, » affirma Nadia en regardant la neige qui tombait toujours dehors. « Mais je ne peux pas. Alors si c'est comme ça, rends-toi utile. » Ainsi s'enchaînèrent les journées, pendant que dehors, la neige recouvrait la clairière, s'élevant autour de la cabane en haut de vagues blanches. Le matin où la neige cessa enfin de tomber, la sorcière servit à Nadia une tarte aux pommes de terre et de la saucisse. « Qu'est-ce que tu veux ?» lui redemanda-t-elle. « Je veux rentrer chez moi. Alors si c'est comme ça, rends-toi utile. » Nadia s'empara donc de la pelle et se fraya d'un passage autour de la cabane, en compagnie de Valtchek, qui reniflait la neige derrière elle, et d'un corbeau sans yeux, que Magla nourrissait avec des miettes de seigle, et qui se perchait parfois sur l'épaule de la sorcière. Dans l'après-midi, Nadia mangea une tranche de pain noir tartiné de fromage et de pommes au four. Magda lui donna une tasse de thé sucré, et la jeune fille ressortit. Quand elle atteignit le bout de la clairière, elle se demanda dans quelle direction elle devait aller. Le givre recouvrait toute la forêt, qui n'était plus qu'une masse de neige glacée et de branches enchevêtrées. Qu'est-ce qui l'attendait dans cet univers blanc? Et même s'il parvenait à survivre dans les bois et à retourner à Duva, que se passerait-il alors? Un baiser du bout des lèvres par son père soumis, bien pire de la part de son affreuse épouse. Aucun chemin ne la ramènerait jamais vers la maison qu'elle avait autrefois connue. Cette pensée ouvrit un trou béant en elle, une fissure par laquelle le froid s'infiltrait. L'espace d'un moment terrifiant, elle devint une enfant perdue, sans identité, non désirée. Elle pourrait rester ici pour toujours, la pelle dans la main, sans que personne ne l'appelle. Nadia tourna les talons et partit se réfugier dans la chaleur de la cabane, murmurant son propre prénom pour ne pas risquer de l'oublier. Tous les jours, Nadia travaillait. Elle savonnait les sols, dépoussiérait les étagères, savonnait les vêtements, déblayait la neige et grattait la glace sur les vitres. Et surtout, elle était Magla dans la cuisine. La sorcière ne faisait que préparer à manger. Elle concoctait aussi des potions et des pommades, des pâtes aigres et des poudres nacrées qu'elle plaçait dans de petites boîtes laquées et des teintures dans des bouteilles en verre. En permanence, une substance étrange bouillait sur les plaques. Bientôt, Nadia
l'emmena chez lui et la protégea. Elle aurait pu pleurer que la sorcière la retenait captive, mais au contraire, dans le silence absolu, laissant fondre le sucre sur sa langue, elle observait ces gens qui s'adressaient à la vieille dame au comble du désespoir, avec rancœur, mais sans jamais lui manquer de respect. Magda leur donnait des gouttes pour les yeux, des lotions pour leur cuir chevelu. Elle passait les mains sur leurs rides, tapa le torse d'un homme jusqu'à ce qu'il crache de la bile noire. Nadia n'aurait su démêler le réel de la pure comédie, jusqu'au soir où se présenta à la porte de la cabane une dame à la peau cireuse. Élégante comme toutes les autres, elle avait le visage plus creusé que celui d'un squelette. Magda posait la question à tous ceux qui venaient chez elle. « Qu'est-ce que vous voulez ?» La femme s'écroula dans ses bras en pleurant. Magda lui murmura des mots de réconfort, lui tapota la main, sécha ses larmes. Elles discutèrent trop bas pour que Nadia pût les entendre, et avant de partir, la femme prit une petite bourse dans sa poche et en versa le contenu dans la main de Magda. Nadia se pencha pour mieux voir, mais le poing de la sorcière se referma aussitôt. Le lendemain, Magda envoya Nadia déblayer la neige autour de la cabane. Quand la jeune fille revint pour le déjeuner, elle fut renvoyée dehors avec un bol de ragoût de poisson. Le soir tomba, et tandis que Nadia finissait de saupoudrer de sel les bords du sentier, l'odeur de pain d'épices lui chatouilla les narines à l'autre bout de la clairière, tellement riche et parfumée que la jeune fille se sentit presque saoule à force de le renifler. Pendant tout le dîner, elle attendit que Magda ouvre le four, mais à la fin du repas, la vieille femme posa sur la table le gâteau au citron de la veille. Nadia haussa les épaules. Elle tendit le bras pour prendre la crème et perçut une sorte de petit gargouille. Elle tourna la tête vers Platchek, mais, profondément endormi dans son panier, le petit ours ronflait paisiblement. Et soudain, elle l'entendit de nouveau, un gargouillis suivi d'un roucoulement plaintif qui venait de l'intérieur du four. Nadia s'écarta de la table, manquant de peu de renverser sa chaise dans la précipitation, et dévisagea Magda horrifiée. La sorcière ne s'y a pas. On frappa à la porte. « Monte dans le garde-manger », ordonna la sorcière. Pendant un instant, Nadia erra de la table à la porte, telle une mouche prise dans une toile d'araignée. Elle grimpa ensuite dans le garde-manger, s'arrêtant seulement pour attraper Tchèque par son collier, afin que sa respiration régulière et sa douce fourrure chaude la rassurent. La dame au visage cireux attendait à la porte comme si elle avait peur de bouger. La sorcière se protégea les mains avec des serviettes et ouvrit le four. Un cri emplit la pièce. La femme s'agrippa au montant de la porte, ses genoux menaçant de la lâcher. Elle pressa ensuite les deux mains contre sa bouche, tout son corps secoué par des sanglots déchirants. Les larmes noyaient ses joues creuses. Magda enveloppa le bébé de pain d'épices dans un fichu rouge. Il se tortillait en pleurant. La sorcière le donna à la femme qui tendait les bras pour le recevoir. « Milaya » cajola la femme. « Ma douce », elle fit volte-face et disparut dans la nuit, sans même prendre la peine de refermer derrière elle. Le lendemain, Nadia ne toucha pas son petit déjeuner et plaça le bol de porridge froid sur le sol pour Vlatchek. Il le refusa. Magda le remit sur la plaque pour le réchauffer. Avant que Magda pose sa question traditionnelle, Nadia lui demanda « Ce n'était pas un vrai bébé, pourquoi l'a-t-elle pris ?» Il était bien assez réel. « Qu'est-ce qui lui arrivera ? Et au bébé ?» interrogera Nadia au comble de l'attention. « Il finira par tomber en miettes, » répondit la sorcière. Et ensuite, vous lui en referez un autre, tout simplement. La mère sera bien morte avant. Elle a contracté la même fièvre que celle qui a emporté sa petite fille. Alors guérissez-la, cria Nadia en frappant la table avec sa cuillère. Elle n'a pas demandé à être
Nadia se remplissait, ses habits la serraient. Elle apprit à concocter les potions de Magda, sans se référer aux recettes et à préparer le gâteau aux amandes en forme de couronne. Elle apprit à distinguer les herbes précieuses des herbes dangereuses, et elle apprit quelles herbes étaient précieuses parce qu'elles étaient dangereuses. Nadia savait que Magda ne lui avait pas tout enseigné, loin de là même. Tant mieux, se disait-elle, essayant de se convaincre qu'elle ne voulait rien avoir à faire avec les abominations de la sorcière. Par moments tout de même, sa curiosité la saisissait comme une nouvelle forme d'appétit, et un matin, elle fut réveillée par les coups de bec du corbeau aveugle sur le rebord de la fenêtre et le clapotis de la neige qui fondait depuis la corniche. Un soleil éclatant filtrait par la vitre. Enfin, ce matin-là, Magda servit des petits pains à la confiture de prune, une assiette de dur et des épinards. Nadia mangea encore et encore, repoussant autant que possible le moment où elle finirait son repas. Mais finalement, elle ne put plus rien avaler. « Qu'est-ce que tu veux ?» Cette fois, Nadia hésita, inquiète. « Si je pars, est-ce que je pourrais juste ? Tu ne peux pas partir de cet endroit pour revenir ensuite, comme si tu allais chercher de l'eau dans un puits. Je n'ai aucune envie que tu me ramènes un monstre. » Nadia frémit. Un monstre. Elle avait eu raison au sujet de Karina. « Qu'est-ce que tu veux ?» répéta Magda. Nadia pensa à Genetchka Opal, à la nerveuse Lara, à Bettia et Ludmila, et toutes les autres qu'elle n'avait jamais connues. « Je veux que mon père soit libéré de Karina. Je veux que Duva soit un endroit sûr. Je veux rentrer chez moi. » Gentiment, Magda toucha la main de Nadia, d'abord l'annulaire, ensuite l'auriculaire. Nadia pensa à la femme au visage cireux, à la petite bourse qu'elle avait vidée dans la paume de la sorcière. Les autres savaient qui avait permis à la sorcière de lui offrir un autre enfant. « Réfléchis-y, » déclara Magda. Le lendemain matin, alors que la vieille dame s'apprêtait à dresser la table du petit déjeuner, elle découvrit le couperet que Nadia y avait placé afin de réaliser le sacrifice. Pendant 2 jours, le couperet reste là sans que personne n'y touche, tandis que les 2 femmes mesuraient, tamisaient et mélangeaient pour préparer plusieurs fournées de pâtes. Le deuxième après-midi, une fois le plus gros du travail effectué, Magda se tourna vers Nadia. « Tu sais que tu peux rester ici avec moi ?» proposa la sorcière. Nadia tendit la main, paume contre la table. Magda poussa un soupir. Le couperet scintilla une fois dans les rayons du soleil, le bord illuminant le gris terne de l'acier gris, et s'abattit dans une détonation pareille à un coup de feu. En voyant ses doigts rouler sur la table, Nadia s'évanouit. Magda soigna les moignons de la jeune fille, lui banda la main et la laissa se reposer. Pendant qu'elle dormait, la sorcière prit les 2 doigts et les broya dans une mixture rouge et humide qu'elle mélangea à la pâte. Quand Nadia se réveilla, elles travaillèrent côte à côte, formant une fille de pain d'épices sur une planche de la taille d'une porte, qu'elles placèrent ensuite dans le four chaud. Toute la nuit, la fille de pain d'épices cuit, parfumant la maison d'une délicieuse odeur. Nadia savait qu'elle sentait ses os et son sang mélanger la pâte, mais elle en avait tout de même l'eau à la bouche. Elle somnola. Un peu avant l'aube, les portes du four grincèrent et la fille de pain d'épices en sortit. Elle traversa la pièce, ouvrit la fenêtre et s'allongea sur le rebord pour refroidir. Le matin, Nadia et Magda s'occupèrent d'elle, la saupoudrant de sucre et lui confectionnant des lèvres et d'épais cheveux en glaçage. Enfin, elles l'habillèrent avec les vêtements de Nadia et ses bottes et l'envoyèrent sur la route de Duva. Pour garder leur force, elles déjeunèrent d'un plat de harengs et de mollets. Ensuite, Magda installa Nadia à la table et prit un petit bocal dans un de ses placards. Elle ouvrit la fenêtre
ouvre la bouche. Dans sa paume flottait, au milieu d'un liquide brillant, une paire d'yeux bleus, les yeux d'un oisillon. Ne les avale pas tout rond, dit Magda sur un ton sévère, et réprime ta nausée. Nadia ferma les paupières et s'efforça à écarter les lèvres. Elle essaya de retenir son haut le cœur quand les boules gluantes glissèrent sur sa langue. « Regarde » ordonna Magda. Nadia obéit et vit toute la pièce sous un autre angle. Elle se vit assise sur une chaise, les paupières closes, Magda à côté d'elle. Elle tenta de lever les mains, mais déploya ses ailes à sa place. Elle bondit sur ses petites pattes de corbeau et lâcha un croisement de surprise. Magda la poussa vers la fenêtre, et Nadia, emportée par l'extase de voler dans le vent, ne remarqua pas la tristesse dans le regard de la vieille dame. Nadia s'éleva dans le ciel en un large arc, apprenant à contrôler ses ailes et flottant à travers les ombres allongées de la fin d'après-midi. Elle vit les bois s'étendre sous elle, la clairière et la cabane de Magda. Elle vit au loin les cimes irrégulières des pétrasois et en descendant plus bas, elle vit les traces des pas de la fille de pain d'épices. Pour la première fois de sa vie, la forêt ne lui faisait plus peur. Elle vola en cercle autour de Duva, sa rue principale, son cimetière et ses deux nouveaux hôtels. Deux autres filles avaient disparu durant l'hiver pendant qu'elle grossissait à la table de la sorcière. Cependant, ce seraient les dernières. Elle poussa un cri strident et plongea vers le golem de pain d'épices, la pressant pour qu'elle avance plus vite. Sa guerrière, sa championne. Depuis une corde à linge, Nadia la regarda traverser la clairière jusqu'à la maison de son père. À l'intérieur, des voix tonnaient. Une dispute. Son père savait-il ce que Karina avait fait? Commençait-il à nourrir des soupçons sur ce qui elle était vraiment? Quand la fille de pain d'épices frappa à la porte, les voix se turent. La porte s'ouvrit et son père glissa les yeux dans la pénombre. Nadia fut choquée de voir son état après l'hiver. Ses larges épaules s'étaient affaissées et rétrécies, et même de loin, elle voyait comment la peau pendait sur ses os. Elle s'attendit à ce qu'il hurle d'horreur devant le monstre qui se tenait face à lui. « Nadia !» s'étonna Maxime. « Nadia !» Il serra la fille de pain d'épices dans ses bras, en laissant échapper un sanglot. Karina apparut derrière lui, le visage pâle, les yeux immenses. Nadia éprouva une pointe de déception. Elle s'était imaginé qu'un regard à la fille de pain d'épices suffirait pour qu'elle fût réduite en cendres, ou que l'apparition de Nadia sur le seuil de la porte la contraindrait à tout avouer. Maxime attira la fille de pain d'épices à l'intérieur, et Nadia descendit jusqu'à la fenêtre pour observer la scène à travers la vitre. Après la chaleur de la cabane de Magda, la maison lui sembla plus exiguë et terne que jamais. La collection de poupées sur la cheminée était plus importante qu'avant. Le père de Nadia caressait le bras bronzé de la fille de pain d'épices, enchaînant les questions. Blottie contre le feu, elle restait muette. Nadia n'était même pas sûre qu'elle puisse parler. Maxime n'avait pas l'air de remarquer son silence. Il parlait sans s'arrêter, riait, pleurait, secouait la tête d'émerveillement. Karina rôdait derrière, son regard toujours aussi mauvais. La peur se lisait dans ses yeux, mais autre chose aussi, quelque chose de troublant, presque de la gratitude. Karina s'avança alors pour toucher les joues douces de la poupée d'épices, ses cheveux en glaçage. Nadia attendit, certaine que Karina se brûlerait à ce contact, qu'elle pousserait un hurlement de douleur en voyant la peau de sa main pelée comme de l'écorce pour révéler, non pas des os, mais des branches et des monstrueuses formes d'Uctica sous sa jolie peau. Il n'en fut rien. Karina s'inclina et prononça ce qui ressemblait à une prière. Elle prit son manteau sur le crochet. « Je vais chez Papa Oula. »« Oui, très bien, » répliqua Maxime, sans faire vraiment attention à ce que venait de lui dire sa femme. Il ne pouvait se détourner de sa chère fille. Elle s'enfuit, comprit Nadia horrifiée, et le golem ne faisait rien pour l'arrêter. Karina enveloppa sa tête d'un châle, enfila des gants
ramassa un caillou dans l'allée et le jeta au corbeau. Nadia poussa un croisement indigné. « Pars d'ici, petit oiseau !» lança Karina d'une voix étrangement gentille. Certaines choses gagnent à ne pas être vues, et elle disparut dans les crépuscules. Nadia déploya ses ailes, ne sachant que faire. Elle regarda par la vitre. Son père avait pris sur ses genoux la fille de pain d'épices et caressait ses cheveux blancs. « Nadia !» répéta-t-il encore et encore. « Nadia !» Il posa le bout de son nez sur son épaule brune et pressa ses lèvres sur sa peau. Dehors, le petit cœur de Nadia battait furieusement contre ses os creux. « Pardonne-moi » murmurait Maxime, les larmes sur ses joues, effaçant le glaçage à la base du cou de la fille de pain d'épices. Nadia frémit. Ses ailes battirent frénétiquement contre la vitre. Son père glissa la main sous la jupe de sa fille de pain d'épices qui ne broncha pas. Elle repensa à la nervosité de son père, ses chevaux perdus, son précieux traîneau. Avant cela, disparaissaient dans d'autres villes, une ici, une là. Des histoires, des rumeurs, des crimes lointains. Puis la famine avait sévi, les longs hivers s'étaient enchaînés, et Maxime avait été coincé, forcé à chasser autour de la maison. J'ai essayé d'arrêter, dit-il en attirant sa fille plus près de lui. Crois-moi, supplia-t-il. Dis que tu me crois. La fille de pain d'épices ne répondit rien. Maxime ouvrit sa bouche humide pour l'embrasser encore. Il émit un son, à mi-chemin entre un grognement et un soupir, en enfonçant ses dents dans la douceur de son épaule. Le soupir se transforma en sanglot quand il mordit pour de bon. Nadia regarda son père dévorer la fille de pain d'épices, bouchée après bouchée, membre après membre. Il pleurait en mangeant, mais ne s'arrêtait pas. Quand il eut tout terminé, le feu s'était consumé dans l'âtre. Quand il eut terminé, il s'allongea sur le sol, son ventre distendu, et ses doigts collants et sa barbe pleine de miettes. À cet instant seulement, le corbeau détourna le regard. Le lendemain matin, le père de Nadia fut retrouvé là, ses entrailles à l'air, puant le pourri. Il avait passé la nuit à vomir du sang et du sucre. Karina ne s'était pas trouvée à la maison pour l'aider. Quand on retira les planches tachées de sang, on trouva en dessous un trésor d'objets, parmi lesquels un livre de prières d'enfants, un bracelet de perles en verre, le reste des rubans rouges vifs de Genetchka avait porté dans ses cheveux le soir du bal, le tablier blanc de Laura Deniken, brodé de points maladroits, les fils imbibés de sang. Depuis le manteau de la cheminée, les petites poupées contemplaient la scène. Nadia vola jusqu'à la cabane de la sorcière, retourna dans son corps grâce à la formule, tout en douceur de Magda, et les léchouilles de Vlatchek sur sa main amputée. Elle passa de longues journées sans rien dire, étant Magda à ses fourneaux, mangeant à peine. Ce n'était pas à son père qu'elle pensait, mais à Karina. Karina qui avait trouvé des stratagèmes pour leur rendre visite quand la mère de Nadia était tombée malade, qui avait occupé toutes les pièces quand Avel était partie, qui était restée en permanence derrière Nadia. Karina qui l'avait envoyée dans les bois pour que son père ne puisse plus en prendre rien d'autre qu'un fantôme. Karina qui s'était donné un monstre dans l'espoir de sauver au moins une vie. Nadia récura, cuisina, dégagea le jardin, songeant à Karina seule, avec Maxime tout le long de l'hiver, craignant ses absences, les attendant avec impatience, fouillant la maison en quête d'indices pour confirmer ses soupçons, ses doigts frôlant toutes les surfaces à la recherche de jointures cachées par les mains habiles du menuisier. À Duva, on parla de brûler la dépouille de Maxime Khrushchev, mais finalement, on l'enterra sans les prières au sein, dans le sol rocailleux, où jusqu'à ce jour rien ne pousse. Les corps des filles disparues ne furent jamais retrouvés, même si, de temps en temps, un chasseur tombe sur une pile d'os dans les bois, une brosse en coquillage ou une chaussure.